Bonjour. Je suis Cyril Fonbu, donc je suis responsable d'un master qui est à l'Université du Littoral. Donc c'est l'université qui est située pas très loin, c'est sur toute la côte Calais, Dunkerque, Boulogne. Et je vais vous parler un petit peu de notre expérience, enfin plus exactement du retour d'expérience que l'on a après un peu plus de 10 années d'un logiciel qui s'est spécialisé sur l'informatique et le logiciel libre. Alors il a été conçu à l'origine par un certain nombre de passionnés, c'est-à-dire on sentait qu'il y avait un manque dans ce domaine, et comme on était des personnes on était un certain nombre qui pensions qu'on devait promouvoir le logiciel libre, on a pensé au début que ce serait très bien de former des étudiants dans ce domaine. Et en plus, ça commençait doucement, mais ça commençait, il y avait un certain nombre d'entreprises qui étaient partenaires pour l'œuvrer avec nous. Donc je vais, dans cette présentation, je vais vous présenter, mais très rapidement, un peu le contenu de cette formation, mais ça va être une toute petite partie. Et après, je vais vous parler du retour des expériences qu'on a eues au cours de ces dernières années, comment les choses ont évolué, quel est le ressenti des étudiants, au moins par rapport au retour que l'on a eu de nos étudiants, et aussi quel est le ressenti des enseignants, qui est aussi quelque chose d'important, et un peu les interrogations que l'on a actuellement sur l'évolution de ce master. Alors, bien évidemment, un master en ingénierie libre, il a été créé en grande partie avec le soutien d'un certain nombre de sociétés qui gravitent autour du logiciel libre et de l'open source. Alors, je ne ferai pas de distinction, on n'est pas là pour faire des distinctions. Et on sentait qu'il y avait ce besoin au niveau économique d'une formation d'assez haut niveau en open source et en logiciel libre. Donc c'est pour ça qu'on l'a créé, et également, comme je vous le disais dans mon introduction, en grande partie également parce qu'on sentait qu'il y avait besoin d'asseoir le logiciel libre dans le milieu universitaire. Parce que le milieu universitaire n'est pas simplement limité aux informaticiens. Les informaticiens sont certainement les personnes les plus sensibles au logiciel libre, mais il y a beaucoup d'autres personnes dans le milieu universitaire, je reviendrai, qui s'interrogeaient également toujours sur la pertinence du logiciel libre. Et on pourra peut-être en parler tout à l'heure. Moi, je suis toujours surpris lorsque je parle du logiciel libre. Très souvent, avec des collègues universitaires, on me demande mais qu'est-ce que ça apporte par rapport à un logiciel propriétaire. J'ai toujours l'impression que c'est un peu le monde à l'envers. Et qu'est-ce qu'elle peut apporter une solution gratuite par rapport à une solution payante? Bon, ça c'était l'école. Alors nous, dans le master logiciel libre, il y a à peu près il y a 5 axes principaux. Et la première année, c'est un tronc commun master avec des modules, je dirais, plus fondamentaux sur l'intelligence artificielle, sur les techniques de compilation. Et la deuxième année est vraiment spécifiquement axée sur le logiciel libre. Alors on a développé 5 axes. Alors ces 5 axes ont évolué au cours de ces 10 dernières années, même si les 5 axes principaux restent les mêmes, mais l'intérieur de ces 5 axes a évolué au cours de ces 10 dernières années. Alors ces 5 axes sont système, réseau, sécurité pour le premier axe, le développement d'applications web, bien évidemment en utilisant des outils libres. Un axe qui a pris énormément d'importance, c'est l'environnement de développement libre. La migration, alors ça évidemment c'est vraiment spécifique au logiciel libre, la migration vers le logiciel libre. Et ensuite des modules, disons, d'ouverture qui ne sont pas
spécifiquement destiné aux informaticiens, mais qui leur permet d'acquérir une certaine culture dans le contexte du logiciel libre, qui est l'environnement du libre, le management et le marketing du libre. Alors on a une très forte implication des professionnels, puisque à peu près, je dis ça, c'est 50% des enseignements en deuxième année sont réalisés professionnels, à la différence que les professionnels viennent souvent pour quelques heures, tandis que les permanents, eux, assurent des cours d'une vingtaine ou d'une trentaine d'heures. Alors, au niveau infrastructure, bon, on a une salle qui est totalement dédiée, évidemment qui est en logiciel libre, pas de licence, que des logiciels libres. On utilise la Debian. Ensuite, il y a des discussions, je dirais pas houleuses, mais des discussions très intéressantes avec les étudiants, puisqu'avant on utilisait Ubuntu. Et depuis, nous avons fait un retour en arrière, certains, et nous sommes repassés sous la distribution Debian. Et les étudiants sont administrateurs de leur propre poste. Donc c'est la seule formation au sein de notre université où c'est les étudiants, on considère qu'ils sont assez matures pour administrer leur propre poste. Alors, un dernier point sur le contenu des cours, qui nous semble aussi très important dans le cadre d'une formation dans le logiciel libre, c'est les projets. Alors les projets sont des projets qui sont, très souvent on essaye d'intégrer la dimension communautaire dans les projets, en particulier de développement collaboratif, l'intégration dans une communauté, alors ce qui va avec la participation aux discussions, l'animation de forums, etc., etc. Donc je vous ai mis juste à titre d'exemple quelques-uns des projets qui avaient été réalisés l'année dernière, donc qui gravitent toujours au sein de la galaxie de logiciels. Le dernier point, donc, comme je vous disais, 50% environ des enseignements sont réalisés par des professionnels. Très souvent, c'est sous la forme de conférences. Alors certains professionnels, je pense aux intervenants de Python, eux s'investissent sur des cours un petit peu plus longs, et donc ne sont pas sous forme de conférences, mais sous forme de cours. Mais très souvent, les professionnels qui interviennent le font sous forme de présentation de quelques heures d'un après-midi ou d'une journée. Alors ce pourrait être la présentation de produits, de technologies. Alors ça peut être également des conférences qui ne sont pas strictement dans le domaine technique, où on parle un peu des normes, des licences, etc., des différentes licences, des méthodologies. Et ce qui nous semble important aussi, c'est qu'on a eu des conférences qui sont vraiment très très intéressantes sur les retours d'expérience. Bon, là j'ai cité la gendarmerie nationale qui ont décidé, qui sont totalement passés au logiciel libre, mais on a également la douane qui est intervenue. On attend impatiemment que l'enseignement supérieur ou l'éducation nationale vienne un jour nous présenter son passage complet au lycée libre. Ce n'est pas encore le cas, mais ça ne serait tardé. Alors bon, juste à titre d'information, évidemment, il y a un stage dans le milieu du logiciel libre, et à titre d'information, tous nos étudiants travaillent, et on a eu 100% de placement l'année dernière. Et pour vous donner à titre d'exemple, l'année dernière, alors dans quel milieu ils travaillent, environ, alors c'est à peu près 50% de la CS2I classique, mais où très souvent ils utilisent des logiciels libres ou open source. 25% dans vraiment des sociétés qui sont spécialisées dans le logiciel libre, donc qui sont en général nos partenaires, donc ils viennent faire, souvent ils viennent proposer des stages, et si les stages se passent bien, les étudiants intègrent ces sociétés, et 25% PME, PMI, alors pour du déploiement de technologies libres, ça va. Alors depuis 2012, ce master on l'a ouvert en apprentissage,
Alors, ce qui est assez lourd, hein, puisqu'on n'a que 3 étudiants à l'entrée, mais on est obligé de respecter un certain nombre de contraintes qui sont un tuteur, etc. Donc ça, si vous voulez, je pourrais en parler. Alors maintenant, quelques retours après ces plus de 10 années d'expérience. Alors malheureusement, au niveau de l'effectif, on constate qu'il y a une... alors là, j'avais marqué décroissance des effectifs. C'est heureusement à la fois plus complexe et plus pernicieux. C'est-à-dire qu'on constate qu'il y a des effectifs en dents de scie. C'est-à-dire qu'une année, on se retrouve avec 20 étudiants en 2010-2011. L'année dernière, aucun étudiant. Et cette année, on se retrouve avec 12 étudiants. Et bon, il y a une désaffection en sciences, hein, comme partout ailleurs. C'est-à-dire que lorsque le master a été lancé, on avait des étudiants qui venaient vraiment de toute la France. Hein. On avait des étudiants qui venaient de Nice, de l'étranger, etc. C'est de moins en moins le cas, et ça c'est très dommage, et ce qui me fait dire hein, que c'est difficile de prévoir, d'avoir une vision claire sur le futur. Hein. Comment le master, quel est les effectifs qu'on va avoir, quel est le type des étudiants, c'est assez difficile à prévoir, et c'est pareil au niveau de la sensibilisation. On avait à une époque des étudiants qui étaient extrêmement sensibilisés, je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure, au logiciel libre, hein, qui étaient des évangélisateurs. Maintenant, bon, on a toujours des étudiants qui sont très sensibles au logiciel libre et qui considèrent que c'est une chance. Mais bon, des étudiants qui arrivent ici parce qu'ils ont suivi le cursus et qui s'intéressent au logiciel libre, mais comme ils pourraient s'intéresser à autre chose. Alors, au niveau du tissu industriel, hein, ce qu'on peut constater après toutes ces années d'expérience, c'est qu'il y a toujours une demande très importante, ça nous réjouit de la part des industriels. Hein, avec le réseau de logiciels libres à Lille, on a un partenariat très fort. On a donc des liens on a tissé des liens avec ces partenaires industriels, que ce soit donc principalement à Paris ou à Lille ou dans les grandes métropoles, qui font, ces liens font que ces industriels viennent régulièrement présenter, faire des conférences, et c'est une ouverture hein, pour nos étudiants. On se targue, on est content d'avoir toujours eu 100% de placement de nos étudiants et en CDI, hein, ce qui est rare à l'heure actuelle. Au niveau de la pédagogie, donc ça c'est, je pense que c'est un point très important. Yvello m'avait demandé un peu d'en parler. Le ressenti, donc là, alors évidemment, comme c'est un ressenti, c'est vu à travers moi mon expérience, donc évidemment c'est sujet à interprétation. Mais je pense que au niveau de la pédagogie, par rapport à un master, je dirais classique, c'est qu'on est obligé d'être très adapté à la demande et à l'évolution du logiciel libre. Puisque comme je vous dis, on a tissé des partenariats assez forts avec le monde industriel, et donc comme ce partenariat nous oblige à avoir une veille technologique relativement importante pour pouvoir à la fois avoir des étudiants qui sont à même de répondre au moins de connaître les dernières technologies dans le logiciel libre, et donc qui puissent s'adapter rapidement. Alors par exemple, hein, il y a ces conférences dans lesquelles j'ai parlé, mais depuis quelques années, enfin 2 ans, hein, on fait maintenant des ateliers, hein, qui sont, je dirais, le pendant plus technologique des conférences, où un intervenant vient présenter, et ensuite aux étudiants un peu après d'utiliser le matériel. Donc par exemple, on l'a fait sur la supervision système et réseau, donc tout de suite de pouvoir pratiquer ce qui était enseigné.
les changements, hein, par exemple Android, bien évidemment, qui n'existait pas il y a une dizaine d'années, maintenant il y a un cours sur la SDK d'Android depuis 2 années, et on a fait évoluer aussi un certain nombre de méthodologies, donc pour introduire la méthodologie agile. Et je pense aussi un point très important dans la différence entre un master classique qui utiliserait des logiciels propriétaires, c'est le fonctionnement sous forme de projet qui me semble vraiment un point très important dans le logiciel libre, hein, c'est que s'intégrer dans des projets qui existent déjà, faire de la coopération dans le développement du libre, hein, c'est peut-être pas spécifique au logiciel libre, mais c'est quand même un point non négligeable. Réaliser l'intégration des étudiants dans la communauté libre, qui sont en général des communautés qui existent ou qui sont pérennes, et apporter sa brique à l'édifice. Donc bien évidemment, on utilise un certain nombre d'outils, comme systématiquement, lorsque les étudiants travaillent sur un projet, un wiki doit être développé, les sources doivent être partagées, etc. Ce qui demande, je pense, de la part des étudiants, d'avoir les force à avoir une certaine ouverture sur le monde du logiciel libre, et au moins à s'imprégner un peu de ce qui me semble important, à s'imprégner au moins de la culture du logiciel libre. J'ai demandé aux étudiants, puisque je m'attendais aussi important, alors ces étudiants présents, mais bon, avec l'expérience, c'est un moment que j'enseigne dans ce logiciel, leur savoir quel était, eux, un peu leur ressenti, quoi. Est-ce que, quels étaient les plus, éventuellement s'il y avait des moins, dans une formation qui était axée sur le logiciel libre. Alors, voilà un petit peu, il n'y a pas de hiérarchisation dans ma présentation, hein, c'est ce qui, eux, leur semble être des choses vraiment qui les ont intéressés. Donc tout d'abord, c'est quelque chose, hein, c'est le droit du logiciel libre, et c'est souvent des débats sans fin. Quand on commence à discuter de licence, alors là on n'en finit plus, on a choisi d'abandonner OpenOffice sur LibreOffice, je vous passerai les détails sur la licence Apache et la LGPL version 3.0. Donc ça a été des discussions, mais c'est très très intéressant, et ça visiblement ça les a intéressés. Aussi un point, c'est le fonctionnement communautaire, donc comme quoi le fait de fonctionner sous forme de projet, de s'intégrer dans des projets qui existent depuis longtemps, apporter sa brique qui des fois est simplement la traduction, l'internationalisation, donc de ne pas faire un projet dans sa globalité, mais s'intégrer dans une partie du projet, c'est quelque chose qui les a très intéressés, ainsi, comme je vous disais, la migration vers le logiciel libre, comprendre le modèle économique, hein, qui est sous-jacent au logiciel libre, et disposer d'un argumentaire pour expliquer, hein, que le logiciel propriétaire, c'est pas tout, et qu'il y a des atouts aussi dans le logiciel libre qu'on ne connaît peut-être pas, mais que c'est des choses intéressantes. Alors il y a eu, et il y a de temps en temps, moins maintenant malheureusement, c'est l'organisation d'événements locaux comme des install parties, installer Linux. Alors parfois c'est noyé dans d'autres actions, alors certains étudiants le souhaitent, moi je suis a priori contre, hein, c'est-à-dire que des fois sur Calais il y a des débats sur les alternatives économiques, et donc noyé dans ça on présente le système Linux. Donc bon, moi ça me plaît moyennement parce que je trouve qu'on n'est pas obligé de participer à des événements qui peuvent être très intéressants, organisés par Amnesty International pour présenter Linux. Ça me semble des choses qui peuvent être dissociées. On peut ne pas faire partie d'un Amnesty International et s'intéresser à Linux. Ça c'est mon ressenti. Alors, mon dernier transparent, puisqu'il ne me reste plus de temps, au niveau donc, de la pédagogie, c'est qu'en général, on est obligé d'avoir un recul plus important il me semble, hein, par rapport au logiciel propriétaire, parce qu'on va beaucoup plus dans les détails. La technicité
peut être plus importante. Et de fait, je pense que notre approche pédagogique, elle est obligatoirement différente, hein, puisqu'on est obligé d'inculquer des notions comme l'ouverture, le partage, et que le travail collaboratif implique un certain nombre de changements. Juste ce dernier transparent, et puis d'accord. Et du côté des enseignants, donc on a deux profils principaux. Soit bon, des utilisateurs, parce qu'ils enseignent de logiciels libres, parce qu'ils enseignent dans cette formation. Ça va pas plus loin. Et sinon, heureusement, on a, j'ai oublié le S à l'enseignant convaincu, hein, des enseignants qui sont véritablement, eux, convaincus, qui sont des utilisateurs de longue date. Et comme je vous disais, hein, quand on enseigne, je pense, en logiciel libre, bah, ça nous oblige également à connaître le logiciel propriétaire, les pendants non libres, et de répondre à un certain nombre d'argumentations qui sont toujours les mêmes, mais on est obligé de le faire. Hein, c'est pourquoi utiliser un logiciel libre. Et il y a aussi un point pour les étudiants qui me semble un aspect financier non négligeable, c'est bah, si on veut faire des exercices en Apple chez soi, bah, c'est cher. Alors, tandis que si on utilise Octave, eh ben non, c'est pas cher, c'est gratuit. Ça demande peut-être un peu plus de temps pour s'installer. Donc voilà, bah, je vous remercie de votre attention, puis je suis ouvert à vos questions. Oui, c'est bon. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je vais commencer peut-être par une. Comment vous avez fait pour retrouver l'effectif nécessaire pour démarrer un diplôme? Parce que c'est pas avec deux enseignants qu'on lance un diplôme. C'est un petit peu, il me semble, un petit peu le nerf de la guerre de trouver des enseignants qui sont capables d'expliquer qu'est-ce que c'est un logiciel libre avec toutes les... pour entrer en détail, pour sensibiliser vraiment et justement de sortir de la caricature libre, gratuit. Ah, de toute façon, je pense que bah, comme dans tous les enseignements universitaires, quand il y a création de diplôme, il suffit qu'il y ait un noyau en fait, de personnes qui soient convaincues de la pertinence du diplôme, de son adéquation par rapport à la fois au monde du travail, mais également par rapport au niveau requis et aux enseignements qu'on va faire. Donc on a, je dirais, un petit groupe qui n'est pas nombreux, hein, de 3-4 enseignants qui sont vraiment des gens qui sont convaincus de la pertinence à la fois du livre, à la fois dans le domaine économique, mais aussi dans sa dimension philosophique, donc qui est peut-être un petit peu exagéré comme terme, mais qui me semble aussi important. Et en fait, je dirais qu'à partir de ces 3-4 enseignants, arrivent à se greffer très rapidement des industriels qui sont très demandeurs, hein, qui sont toujours très partants pour venir présenter leurs connaissances, leur société, leurs outils, etc., qui tournent autour du logiciel libre. Et ça forme, je pense, que le tout arrive à la mayonnaise arrive à prendre et on arrive à avoir je dirais quelque chose, un diplôme qui est intéressant, à la fois pour les étudiants, mais aussi pour les industriels et pour les enseignants. Merci. Quelles sont les autres universités qui présentent ce diplôme? Je vais passer juste le micro pour que les autres entendent la question. Excusez-moi. Vous représentez le Calais, manifestement, mais quelles sont les autres universités au nord de Paris qui font qui présentent ce genre de diplôme? Ah, au nord de Paris, je pense qu'il n'y en a pas. Il y en a au niveau licence, hein, mais au niveau master, je pense qu'on est les seuls. Il y en a à l'étranger, il y en a également à l'étranger, il y en a en Italie. Mais je pense qu'au niveau master, on est les seuls. Il y en a au niveau sans aucune connotation péjorative, au niveau inférieur en IUT ou en licence, mais pas au niveau master.
Merci. Alors, je vais juste compléter en portant le micro. Il y a une autre formation, enfin un autre master en Espagne, en Italie, et c'est les seuls masters qui existent en Europe, s'il me semble, qui portent clairement dans l'objet d'études, c'est les logiciels libres. D'ailleurs, c'est aussi peut-être une question à laquelle tu peux répondre. Est-ce que vous faites quelque chose pour faire un petit peu la promo dans les autres pays? Est-ce que vous avez un certain nombre de cours en anglais ou le support des cours en anglais, quelque chose qui pourrait nous amener des étudiants de l'étranger, parce que c'est pas très mal exposé vis-à-vis d'autres pays européens. Oui, c'est clair, on avait même avec l'Italie, on avait essayé de voir un peu s'il était possible de travailler, hein, d'avoir des échanges, parce que en fait, ils étaient moins axés sur le niveau technique et plus axés sur le management des logiciels libres. C'est toujours un projet, alors évidemment comme on est toujours débordé par plein de choses à faire, à mon avis c'est un projet qui peut être très intéressant mais qui prend énormément de temps, et on nous demande toujours d'être très réactif, hein, par rapport au ministère. Il faut toujours on a toujours des contraintes de plus en plus fortes sur le nombre d'étudiants, sur leur insertion professionnelle, etc. On nous demande beaucoup de choses et on a assez peu de temps dans l'exploration de partenariats. Enfin, ça prend énormément de temps. Alors, pour ce qu'il en est des cours, pour l'instant, non, ils ont lieu qu'en français. On avait, à une époque, on avait eu une demande de l'université du Kent, avec laquelle on est associé, hein, qui est à Canterbury. Pour l'instant, on n'a pas les compétences humaines nécessaires pour que tous les cours aient lieu en anglais. On pourra en faire une partie, mais de la part des industriels, ils sont beaucoup plus réticents à faire leurs interventions, on peut les comprendre, en anglais. Ouais. Une question sur l'évolution des effectifs. Qu'est-ce qui a changé en fait en 10 ans qui pourrait expliquer cette évolution? Alors j'ai pensé à trois possibilités. Donc la première, ce serait que finalement votre formation serait peut-être plus si unique qu'elle était au moment de sa création. Peut-être que c'est des matières ou des sujets qui sont plus abordés dans d'autres formations, ça pourrait expliquer. Une autre possibilité, c'est des sujets aussi auxquels il est maintenant assez facile de s'auto-former. On trouve pas mal de ressources en ligne, de plus en plus, donc peut-être ça explique aussi que les gens se tournent moins vers les universités pour ça. Une troisième possibilité, ce serait que c'est peut-être des profils qui sont plus facilement acceptés en entreprise et que du coup, les gens qui veulent faire ce genre de truc trouvent plus facilement du boulot en licence, enfin avec une licence, et voient peut-être moins l'intérêt de poursuivre vers un master. Est-ce que ça, c'est des explications qui vous paraissent possibles? Et si c'est pas les bonnes, qu'est-ce qui pourrait expliquer cette différence d'effectifs en 10 ans? Alors, je pense que c'est un savant mélange peut-être de ces trois raisons, et puis je pourrais en citer quelques autres. Alors, peut-être que tout d'abord, effectivement, et à la limite c'est très bien, le logiciel libre a été une niche. Hein, moi, quand j'étais étudiant en thèse, on installait Linux avec des disquettes et c'était vraiment l'affaire de quelques passionnés. Et effectivement, maintenant, pour obtenir des informations, ça devient beaucoup plus simple. Et à la limite, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de gens qui sont formés, ou moins qui sont légèrement sensibilisés à l'utilisation, au moins connaissent maintenant. C'est vrai que Mozilla, c'est connu, que LibreOffice, de plus en plus de secrétariats ou de personnes, de particuliers, l'utilisent plutôt que son pendant propriétaire. Et ça, à la limite, je dirais que c'est vrai que peut-être que ce pouvoir d'attraction que pouvait avoir ce logiciel comme étant quelque chose d'innovant, de très récent, a perdu peut-être un peu de son attractivité, mais à la limite, parce que peut-être on a réussi le pari de diffuser un peu plus cette philosophie du libre, qu'il existe d'autres alternatives au logiciel propriétaire. Alors ça, c'est une possibilité. On reçoit quand même toujours des fichiers docx, hein, ou des choses comme ça, donc c'est qu'on n'a pas encore totalement réussi. Je pense qu'effectivement, maintenant les ressources, on peut les trouver, comme vous citiez, on peut
les trouver beaucoup plus facilement sur Internet. Et il est vrai également que, comme maintenant les entreprises sont sensibilisées, peut-être pas toujours pour la bonne raison, parce qu'ils voient à très court terme une diminution possible des coûts, que le logiciel libre, bon, c'est la même chose en fait que le logiciel propriétaire, mais en moins cher. Et donc, il y a peut-être, je dirais, oui, c'est ça, cet attrait philosophique qui diminue un petit peu. Et il y a aussi un point, je pense que